Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV français pour ce nouveau journal. Nous débutons avec la visite du président chinois au Moyen-Orient. Xi Jinping est arrivé à Téhéran, la capitale de l'Iran, pour la dernière étape de sa tournée de 3 nations dans la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, se trouvait à l'aéroport pour accueillir le président chinois. Ce dernier rencontrera samedi son homologue iranien Hassan Rouhani pour des discussions sur l'alignement de leur stratégie nationale de développement ainsi que du renforcement de la coopération tant sur les fronts économiques que politiques. Il doit également rencontrer le président du Parlement iranien Ali Larijani et le guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei. Il s'agit de la première visite d'État en 14 ans d'un chef d'État chinois en Iran et également du premier voyage de Xi Jinping dans le pays. Un quotidien iranien a publié un article écrit par le président chinois avant sa visite d'État les 22 et 23 janvier. Xi Jinping y appelle à une meilleure coopération et à un renforcement des liens avec l'Iran. Le président chinois a écrit qu'il échangera ses points de vue avec son homologue iranien sur les affaires régionales et internationales, ainsi que sur les progrès en matière de relations bilatérales. Il a précisé qu'en vertu du cadre de travail Une ceinture et une route, les deux pays peuvent améliorer leur confiance politique et partager leurs avancées de développement. Xi Jinping a précisé qu'il espérait que la Chine et l'Iran travaillent ensemble sur un réseau de transport visant à connecter l'Asie de l'Est et de l'Ouest, à étendre la coopération en matière d'énergie et d'industrie et à améliorer la communication dans divers secteurs. Plus de détails concernant l'article du président chinois publié par le quotidien Iran Daily. L'article évoque l'histoire et les récents développements des relations entre la Chine et l'Iran et présente un point de vue optimiste concernant le futur de ces relations. Le journal est l'un des plus influents d'Iran et c'est la première fois qu'il publie un article écrit par un chef d'État étranger. La direction du quotidien dit que cet article de première page couvre les relations entre la Chine et l'Iran sur plusieurs aspects. L'article mentionne le passé des relations bilatérales et les rôles joués par la Chine et l'Iran dans les affaires du monde, ainsi que le futur des relations entre les deux pays. L'article a une grande signification et doit être lu par les Iraniens. Le directeur du journal dit que la visite va faciliter l'ouverture du journal sur la politique, l'économie et la culture chinoise. Et elle pourrait attirer l'attention des gens du peuple, qui chérissent l'histoire et le futur des relations entre l'Iran et la Chine. Je salue la visite du président Xi en Iran. L'article est très intéressant. Il mentionne les relations entre la Chine et l'Iran dans le passé, des pays qui, je pense, sont étroitement liés et jouissent d'une profonde amitié entre leurs peuples. L'article de M. Xi évoque également la collaboration entre les deux pays. Des érudits disent que cette visite est historique et que les deux pays devraient en saisir toutes les opportunités. L'initiative Une ceinture ou une route est un très bon mécanisme de coopération qui apporte de grandes opportunités aux pays situés le long de l'ancienne route de la soie. J'ai confiance dans cette proposition qui a un fort potentiel. Les analystes disent que la visite va accélérer le développement des relations bilatérales. Ils disent que l'Iran et la Chine vont travailler encore plus étroitement sur les sujets régionaux et internationaux. Le président Xi Jinping espère améliorer la coopération dans le secteur de l'énergie lors de sa visite en Iran. Un de nos journalistes s'est rendu dans un important gisement de pétrole dans le sud de l'Iran pour voir comment un géant pétrolier chinois aide à la production dans ce pays. Difficile mais très utile. C'est de cette façon que Mostafa perçoit son travail dans le gisement de pétrole du Nord Azadegan, qui est dirigé par la China National Petroleum Corporation, la CNPC. Comme directeur technique spécialisé dans le forage, Mostafa a assisté à la croissance du projet dès le tout début et peut maintenant produire jusqu'à 75 000 barils de pétrole brut par jour. Il y a 58 puits de pétrole avec 9 foreuses. Bien sûr, il y a eu plusieurs emplois qui ont été créés et d'équipements qui ont été amenés par CNPC pour les transférer aux compagnies ici.
Mostafa est l'un des quelques 480 employés de la CNPC travaillant dans ce gisement de pétrole dans le sud-ouest de l'Iran. Il est localisé à environ 120 km à l'ouest de la ville d'Awaz, à la frontière entre l'Iran et l'Irak. Mais il a fallu presque 7 ans pour achever la construction du projet. Le gouvernement iranien a été très strict en matière de contrôle lors de la construction du projet. Presque chaque étape sur le calendrier a dû être approuvée par le gouvernement. Cela ralentit le processus. Qui plus est, en raison des sanctions, certaines pièces d'équipement dont nous avons besoin et qui se trouvent en Occident étaient impossibles à importer en Iran. Cela a rendu le travail de construction beaucoup plus difficile. La levée des sanctions signifie que l'Iran est de retour dans le monde des affaires. Plusieurs multinationales font déjà le nécessaire pour reprendre les échanges et le commerce. Et le marché ici s'apprête à devenir de plus en plus compétitif. Mais cela ne semble pas inquiéter ce directeur de projet de CNPC. L'avantage pour nous réside dans le fait que nous sommes plus expérimentés que d'autres investisseurs pour traiter avec le gouvernement iranien, qui a vraiment de hauts standards pour les projets de gisement de pétrole. Ce qui est plus important encore, c'est que l'Iran a été tout à fait reconnaissant que nous les ayons aidés avec leur production de pétrole pendant la période des sanctions. Donc nous avons une bonne base pour la nouvelle coopération qui s'appuie sur l'amitié et la stabilité. Cette position est confirmée par Mostafa, qui espère encore davantage de coopération dans le secteur énergétique entre les deux pays. Je pense que ce projet peut être un bon exemple de la coopération entre la Chine et l'Iran. Et la visite du président Xi va sûrement renforcer les relations bilatérales, particulièrement dans le secteur de l'énergie. Et l'Iran a un énorme potentiel dans le secteur de l'énergie. Et c'est pourquoi le monde entier est maintenant prêt à venir dans le pays depuis la levée des sanctions. Pour le géant pétrolier chinois, cela signifie plus de concurrence, de défis, mais aussi plus d'opportunités d'échange et de coopération avec d'autres investisseurs qui ont de meilleures technologies. Et cela pourrait se transformer en une très grande opportunité qui bénéficiera à toutes les parties impliquées. Xi Jinping a terminé sa première visite d'État en Égypte. Il avait auparavant participé avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, à la cérémonie inaugurale de l'année de la culture sino-égyptienne dans l'antique cité de Luxor. Les deux dirigeants se sont engagés à promouvoir les échanges culturels et peuple à peuple. L'année 2016 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Égypte. Le magnifique spectacle de jeudi qui a été présenté dans un temple de Luxor mettait en avant des danseurs, musiciens et chanteurs d'opéra, aussi bien égyptiens que chinois. Le dirigeant chinois a qualifié Luxor d'incarnation majeure de l'ancienne civilisation égyptienne. Il a estimé qu'il était nécessaire que de part et d'autre on approfondisse les liens d'amitié tout en consolidant la base de l'opinion publique pour la coopération bilatérale, sans oublier de favoriser la prospérité et le développement commun. Prenant la parole, Abdel Fattah al-Sisi a estimé que le président Xi Jinping affiche un large soutien pour l'Égypte par sa présence lors des festivités de Luxor. Il a affirmé que l'Égypte admire la grandeur de la civilisation chinoise ainsi que les réussites chinoises qui ont marqué son développement. Il souhaite par ailleurs que les deux pays puissent accentuer leurs échanges culturels. Vendredi, la visite de Xi Jinping s'est poursuivie à Luxor. À cette occasion, il a déclaré que les vestiges culturels constituent une vaste source d'archives pour les chercheurs et leurs études de l'histoire, de la culture, de la société et des sciences du pays. Un projet ferroviaire électrique fait partie des nombreux accords signés entre la Chine et l'Égypte lors de la visite d'État du président chinois. De nombreux Égyptiens espèrent que les nouvelles lignes aideront à réduire les embouteillages au Caire et amélioreront leur qualité de vie. Il est 8 h du matin au Caire. Les voyageurs se pressent pour se rendre au travail et le métro est leur premier choix. Je prends le métro tous les jours, c'est très rapide, mais souvent nos trains ne sont pas confortables. Il n'y a jamais d'embouteillage, cela fait gagner du temps, c'est la raison pour laquelle je choisis de prendre le métro. La capitale est la ville la plus populaire et la plus peuplée d'Égypte. Grâce à son économie relativement élevée, cette tendance continuera. Le transport ferroviaire est le meilleur moyen de résoudre le problème de congestion de la ville. Le Caire possède à présent 3 lignes de métro s'étendant sur 75 km avec 65 arrêts.
Le prix d'un ticket de métro ne coûte qu'une livre égyptienne, soit 10 centimes de dollars. Le prix bon marché et la commodité permet à 1,5 million de personnes de voyager sur chaque ligne chaque jour. Le Caire a une population de 17 millions d'habitants et ce chiffre augmentera à 25 millions. Les véhicules roulent à 12 km/h. Si nous n'agrandissons pas le système de métro, les véhicules ne rouleront plus. L'Égypte prévoit également de construire une nouvelle capitale à une dizaine de kilomètres à l'est du Caire. Le pays a signé un accord avec la Chine pour construire un train léger reliant le Caire à 6 villes voisines pour créer de l'emploi et relocaliser les habitants à l'extérieur de la capitale. Lorsque cela sera achevé, la longueur totale des rails s'étendra sur 70 km et possédera 12 stations. Les trains sont conçus pour atteindre une vitesse maximum de 120 km/h. Le Caire est déjà surbondé. Nous avons besoin de déménager dans une nouvelle ville et je pense que le transport urbain est la solution à notre problème. Ce transport sera plus commode. Grâce au nouveau programme ferroviaire, la ville sera moins congestionnée et les habitants pourront voyager plus confortablement. En marge du Forum économique de Davos, le président de la Banque mondiale a déclaré que l'institution restait optimiste vis-à-vis de l'économie de la planète, et cela en dépit des turbulences. Le directeur de la Banque mondiale a déclaré que la faiblesse des cours des matières premières ainsi que le montant réduit des liquidités compteront parmi les risques majeurs pour l'économie mondiale en 2016, en particulier pour l'économie des pays émergents. Nous estimons avoir observé les fluctuations du marché. L'année 2013 a connu une baisse. Les marchés par nature sont instables. Aujourd'hui, il existe des inquiétudes. On constate de réelles turbulences qui sont très fortes, en particulier pour les économies des marchés émergents. Les prix des matières premières demeurent bas. Il y a moins de capital disponible au marché émergent. De plus, les échanges commerciaux ont accusé une baisse historique. Il y a donc des turbulences. Et avec ces fluctuations, je pense qu'il faut se montrer prudent avant d'être trop enthousiaste à ce sujet, car elles communiquent des informations qui ne sont pas très bonnes. Par exemple, on observe l'économie chinoise avec prudence. Et nous pensons qu'ils font ce qu'ils nous ont dit qu'ils feraient. L'économie chinoise a accusé un ralentissement de 6,8% au cours du dernier trimestre de l'année 2015. Elle marque ainsi son plus bas niveau depuis le début de la crise financière. Cependant, Jim Yong Kim affirme qu'il ne faut pas s'inquiéter puisque la Chine respecte ses engagements en réformant son modèle de croissance et que les réformes se poursuivront comme prévu. Qu'ont dit les Chinois il y a quelques années? Ils ont dit qu'ils allaient radicalement changer leur modèle de croissance, le faisant passer d'un modèle centré sur les investissements et les exportations à un autre, dirigé vers la consommation et les services. Et c'est ce qui se passe. Nous suivons avec attention ces données. Les chiffres du taux de croissance des investissements sont en hausse. Le taux de croissance des services augmente. Le taux de croissance fait de même et le taux d'activité industrielle s'affaiblit. C'est ce qu'ils avaient annoncé. C'est pourquoi nous estimons qu'il existe suffisamment de butoirs et d'instruments politiques en Chine pour que ça se fasse relativement en douceur. Cela devrait être régulier. À l'évidence, la deuxième plus grande économie du monde modifie son modèle de croissance. Cela devrait être agité, mais nous pensons que l'orientation de la croissance correspond à ce qui nous avait été annoncé. Au cours de ce mois de janvier, la Banque mondiale a revu à la baisse sa prévision de croissance mondiale pour 2016, la fixant à 2,9%. Elle l'établissait auparavant à 3,3%, un chiffre qui reste au-dessus de la barre des 2,4% de taux de croissance estimé pour 2015. Le thème de cette année à Davos est la maîtrise de la 4e révolution industrielle. Ce concept est aussi appelé Industrie 4.0 et est devenu une expression à la mode partout dans le monde. Pour la Chine, il s'agit d'une occasion pour mettre sur les rails une importante transformation industrielle. Voici l'avenir du secteur manufacturier. Des entreprises et des instituts de recherche ont mis sur pied le premier laboratoire intelligent d'usine Industrie 4.0 en Chine. Le terme a d'abord été présenté en Allemagne, qui est un véritable leader dans cette révolution industrielle. Et en Chine, grâce au programme stratégique du pays Made in China 2025, l'accent est mis sur la convergence de divers concepts qui intègrent le numérique et le physique. Par exemple, l'Internet des objets, le système cyberphysique, l'avancement des données de masse et les infrastructures de communication.
Cela signifie l'utilisation de l'auto-optimisation, de l'auto-configuration et même de l'intelligence artificielle pour compléter des tâches complexes. Cela permettra une meilleure efficacité de coût et des produits et des services de qualité supérieure. L'industrie 4.0 ne se concentre pas simplement sur des questions techniques, mais plutôt sur des concepts liés aux gens et à la gestion. Plusieurs ingénieurs allemands disent que les usines chinoises doivent d'abord adapter leur processus de production. L'industrie 4.0, ce n'est pas simplement l'automatisation. Au lieu de concevoir des usines sans humains, cela signifie plutôt des usines intelligentes qui mettent plus d'importance sur l'interaction de l'homme avec les robots. Au lieu de la production en série traditionnelle, des produits différents viendront de la même chaîne de production adaptés à chaque client. Les experts croient que les défis sont énormes, mais les opportunités le sont tout autant. Si nous voyons comment la Chine se sert de l'industrie 4.0, il y a quelques défis et quelques risques dans ce concept. On pense bien sûr à la perte d'emplois. Si vous augmentez la productivité, vous libérez beaucoup de main-d'œuvre et vous devez penser ce que vous pouvez faire avec cette main-d'œuvre. Donc il y a bien sûr une demande énorme pour la formation, particulièrement pour la formation professionnelle. Je pense que la Chine doit investir de façon importante dans la formation et aussi dans l'alphabétisation numérique pour faire face aux défis qui émergent en même temps que ces concepts. Peu importe s'il est question du développement de l'industrie 4.0 ou 5.0, on parle d'un changement important dans la façon de penser. Cela requiert des transformations structurelles et de l'innovation pour pouvoir s'assurer un niveau de compétitivité qui permettra de survivre. On s'attend à ce que l'industrie 4.0 ait un grand impact sur la chaîne de valeur de l'industrie. C'est essentiellement un mariage entre le monde numérique et le monde physique qui va créer un nouveau paysage industriel dans l'avenir. La Chine publie désormais davantage d'informations sur l'investissement de son massif fonds de pension sur le marché des capitaux. Tout de suite, plus de détails. La Chine est sur le point d'autoriser son important fonds de pension à entrer cette année sur le marché des titres. Certains suspectent qu'il s'agit là d'une mesure pour lever le prix des actions, alors que le montant d'argent disponible est énorme, ce qu'ont réfuté les officiels gouvernementaux. Le marché des capitaux est juste à l'égard de tout type de capital, dont les fonds de pension. Les fonds de pension doivent obéir aux règles et lois, mener des investissements justes, protéger les intérêts des investisseurs de détail et éviter les délits d'initiés. Jusqu'à présent, la déclaration officielle indique uniquement que le fonds de pension en Chine sera débloqué pour les investissements. Mais aucun calendrier n'a été mentionné quant aux possibilités d'investir l'argent dans les titres A des bourses de la partie continentale du pays. Le marché de l'emploi en Chine a connu une progression régulière en 2015, et ce malgré une économie tournant au ralenti. Des informations tirées d'un rapport du Bureau des ressources humaines publié vendredi. Le taux de chômage enregistré dans les villes de Chine était de 4,05% et plus de 13 millions d'emplois ont été créés l'année dernière. Des chiffres qui ont dépassé les prévisions du gouvernement. Les responsables ont reconnu qu'il y avait des augmentations d'emplois dans certaines industries et entreprises, mais déclarent que la situation n'est pas généralisée. Ils s'engagent également à apporter un soutien continu en vue de soutenir le marché de l'emploi. Nous avons vu une hausse des réductions d'emplois dans plusieurs secteurs commerciaux lors des efforts menés par la Chine en vue de modifier son modèle économique. Les statistiques montrent que les licenciements ont eu lieu dans certaines zones et qu'il n'y a pas eu de licenciements à large échelle. En 2016, nous pensons qu'il y aura plusieurs facteurs d'importance pour le marché de l'emploi, tels que des bases économiques, des mesures avancées de réforme, l'innovation ainsi qu'un fort appui du gouvernement. Donc le marché de l'emploi cette année va demeurer stable en général. Une importante vague de froid a balayé plusieurs régions de Chine, amenant des chutes de neige et une baisse marquée des températures. Les administrations locales et les citoyens se préparent à y faire face. La température en Mongolie intérieure a continué à chuter. Dans le nord-est, la ville de Ulunbuir a connu sa journée la plus froide de l'hiver vendredi, alors que le mercure a atteint les moins 50 degrés Celsius. Le département local de chauffage a mis en place des mesures de secours, faisant fonctionner toutes les stations de chauffage de la ville à pleine capacité pour assurer la stabilité du système. La station météorologique de Beijing prévoit que lors des 2 prochains jours, la capitale chinoise continuera à connaître des températures très basses et de fortes rafales de vent. Et dans les zones montagneuses, le mercure pourrait descendre jusqu'à moins 23 degrés Celsius.
Le front froid a aussi amené de la neige dans l'est du pays, notamment dans les provinces du Fujian, du Zhejiang et d'Anhui, mais aussi dans le nord-ouest comme dans la province du Gansu. Les administrations locales ont mis sur pied des plans d'urgence pour ramasser la neige sur les routes et pour composer avec les conditions extrêmes le plus efficacement possible. Les autorités dans le Zhejiang et dans la région autonome de Hui de Ningxia ont envoyé des techniciens pour réparer les lignes électriques endommagées par la neige dans les régions montagneuses pour s'assurer que les résidents puissent survivre à ces conditions hivernales. Le grand front froid de cette semaine ne rend pas les choses faciles pour les personnes qui se rendent au travail, en particulier pour celles qui passent leur journée à l'extérieur. Avec des températures glaciales, reportage à Shanghai. Zhou Chun travaillait en tant qu'exploitant de services de dépannage pendant près de 30 ans. Il faisait partie de l'équipe de maintenance qui s'occupe du tunnel est de la route de Yan'an. Son travail commençait à 7 h du matin et il devait rester disponible toute la nuit en cas de besoin. Son équipe est responsable du nettoyage de toute trace de glace et de neige dans le tunnel afin que les 80 000 véhicules journaliers puissent rouler sans encombrement dans le tunnel. Nous devons vérifier les véhicules plus souvent. Avant, nous vérifions 3 fois par jour. Maintenant, nous devons vérifier de 5 à 6 fois pour s'assurer que les véhicules puissent opérer à chaque fois. Il n'y avait pas de glace ni de neige dans le tunnel aujourd'hui, car la température au sol était au-dessus de 0 degré. Mais l'équipe se prépare en cas de besoin. Nous avons préparé une souffleuse à neige, un véhicule de nettoyage, 5 génies automobiles pour transporter les marchandises et le personnel et 5 véhicules de protection de sécurité pour s'assurer que le tunnel puisse être utilisé si une situation d'urgence se présente. À Puxi, l'officier des forces de l'ordre Chan Chongping a commencé sa journée de travail 2 heures avant l'heure habituelle, à l'intersection de la route de Lujiapang et de la route du sud de Zhongshan. Avec des conditions de température si rares, nous renforçons la gestion et les directives. S'il y a un accident de circulation, nous devons le résoudre le plus tôt possible. Et si la circulation est mauvaise, nous devons contrôler l'afflux des véhicules. Les autorités de la circulation ont augmenté le nombre d'officiers travaillant près du pont Ningpu de 20% cette semaine pour gérer les problèmes liés à la météo. Les officiers de la circulation devront également limiter les vitesses de conduite sur les autoroutes et les ponts surélevés si la neige ou la glace s'accumulent. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur notre antenne.